Bastogne, le 20 décembre. J'ai peu dormi. Toute la nuit, Bastogne a été le théâtre de mouvements de troupes. Camions, chenilles, coups de sifflet et ordres hurlés ont été ponctués d'éclats d'obus. Les nouvelles sont mauvaises. L'hôpital de campagne de la 101e a été capturé par les Allemands. Le 501e para improvise donc un dispensaire au séminaire. Les soldats blessés affluent de toutes parts. Le temps est maussade, gris et brumeux et par-dessus tout glacial. C'est en passant dans la grande rue que j'aperçois, dans un garage, des hommes qui savent faire. Visiblement, un hôpital de fortune s'est mis en place pendant la nuit. J'entre. Ma tenue évite des explications qui nous auraient fait perdre du temps. Le médecin militaire se plaint. Pas d'eau ni d'électricité, le plasma gèle et ne coule donc plus. La nourriture est rare, pour ne pas dire inexistante. Il faut absolument rejoindre le PC du bataillon. Un stock de médicaments s'y trouve. 2 groupes se constituent. Le premier doit trouver de la nourriture, le second, pour lequel je me porte volontaire, doit absolument remonter la grande rue pour y récupérer des médicaments au poste de l'unité. Dehors, les bombardements s'intensifient. Le médecin estime que je ne peux pas prendre ce risque et me demande de m'occuper des blessés. Quelle désolation! Je tente de me blinder pour affronter ces malheureux. Un infirmier noir est déjà au chevet de ces hommes couchés à même le sol. Du sang coagulé, des plaies ouvertes, des membres en bouillie, tel est le lot de tous ces soldats. Je m'accroupis près de l'un d'eux. Il pleure doucement. Les larmes coulent sur son visage buriné et cuit par le soleil. Je passe une main dans ses cheveux. Il tourne son visage vers moi, prend ma main et me dit tout bas « It's finished for me, you know ». Mon pauvre anglais suffit à comprendre cette phrase. Puis il serre mon bras et pousse un long gémissement et son regard qui me fixait se vide d'un seul coup de toute vie. Je lui ai fermé doucement les yeux tout en priant pour son repos. Toute la journée, j'ai pensé, soigné, lavé, réconforté dans un vacarme de bombes qui tombaient à présent sur la ville basse. Une journée qui marque une vie. Voilà ce qu'a été ce 20 décembre. En ce 20 décembre 1944, le général Eisenhower, chef des opérations alliées sur le front ouest, réorganise ses forces. Le maréchal britannique Montgomery assurera le commandement du flanc nord. Le général américain Bradley se chargera quant à lui du commandement au sud de la ligne Givet-Prume. À Echternach, la garnison composée de 115 hommes doit se rendre après une résistance de 5 jours. La ville de Bastogne commence à être assiégée et encerclée par les Allemands qui maintiennent une pression de plus en plus forte sur la localité. Les villages de Lutrebois, Villers-la-Bonneau et Losange sont occupés. Patton envoie des troupes pour venir au secours des assiégés. À Noville, le team de Zobry est contraint d'abandonner le village aux Allemands et de se replier sur Foix et Recogne. Jeanne-Marie Mabauge, âgée de 6 ans, occupe la cave Ludgène, sans savoir que le lendemain, un drame allait se jouer dans le village. Quand on manquait de tout, on m'envoyait volontiers faire la main auprès des militaires qui étaient là, soit les Américains ou soit les Allemands. Je me souviens qu'il y avait un Allemand d'ailleurs qui avait été très très gentil à mon encontre parce qu'il avait une petite fille de mon âge en Allemagne. Alors de lui, j'obtenais pas mal de choses. Ces 20 et 21 décembre, des habitants des villages de Bourcy et de Noville vont être victimes des exactions de la Gestapo. La Gestapo, c'est le terme allemand de Geheime Staatspolizei qui veut dire police secrète de l'État. C'était pas des soldats, moi j'appelle ça carrément des criminels, il n'y a pas d'autre terme pour les désigner. Qu'est-ce qui les a poussés? La moindre chose les incitait à commettre des crimes contre des civils. Pour vous citer un exemple, un simple drapeau américain trouvé dans une maison. Ils allaient dans un village parce qu'on avait entendu dire qu'il y avait des résistants, qu'il y avait des résistants, des informateurs. Le moindre problème qu'ils voyaient, ils envoyaient vite, ils se revanchaient sur des civils. À Bourcy,
Des membres de la Gestapo parlant parfaitement français emmènent les hommes du village pour les interroger. Ils les rassemblent dans l'épicerie de M. Roland. Quelques jours auparavant, les occupants de la maison avaient caché des drapeaux anglais et américains dans un ancien four à pain situé dans la cave. Monsieur le magasin qui a été tué, il était parmi les autres, je peux dire les auteurs, donc les gens qui étaient ramassés. Ils l'ont questionné, comme tout le monde, et puis alors, je l'ai dit tantôt, ils ont demandé, il n'y avait pas quelqu'un qui avait une bouteille. Alors lui, pensant bien faire pour sauver un peu les autres, pour les calmer, il est descendu, mais suivi par les gestapistes ici dans la cave. Mais les hommes de la Gestapo tombent sur la boîte contenant les drapeaux. Ils ont pris le drapeau, ils ont laissé le drapeau belge et ils ont pris les autres. Et ils sont partis. Alors en sortant, papa a dit, oh, ben, je ne me souviens plus exactement, mais c'est fini, vous ne me verrez plus, au revoir ou quelque chose comme ça. Alors le lendemain, les hommes étant rentrés chez eux, avec maman, nous sommes allés dans différents endroits pour voir, pour savoir où mon père était. Également à la recherche de son papa, la sœur aînée de Jean-Louis Roland arrive chez la tante de Louis Gauss. Je le vois toujours, Madame Jeanne, on ne retrouve plus papa, on ne retrouve plus papa. Mais en venant, j'ai vu un civil qui est couché, dans le fossé de la route. Je ne vois pas bien si ce serait pas, mais je pense bien que c'est ça. Mais je vais aller avec toi, c'était ma fille qu'elle dit. Alors elle est partie voir, elle de suite elle a bien vu ce que c'était. Je pense bien que ce serait ton papa, c'était Gisèle, qu'elle a commencé à pleurer, la fille. Non content d'avoir mis fin au jour de l'épicier en le rouant de coups, la Gestapo fait subir un interrogatoire au reste de la famille. Ils nous ont demandé qui avait fabriqué le drapeau, combien d'étoiles il y avait, combien de morceaux de tissu il y avait sur l'angle, disons, ou quoi. Je ne savais même pas qu'il y avait des drapeaux, je ne savais même pas qui les avait faits, ou quoi. Alors, naturellement, une baffe ou deux, et puis ils nous ont lâchés. Mais un après l'autre, et pas tous ensemble. La Gestapo fera d'autres victimes à Bourcy. Ils ont dit que des civils avaient été tués à la gare et ils parlaient français. Il y en avait qui se disaient originaires de Lyon, de Reims. D'autres, il y en avait un qui disait qu'il était belge comme nous. Maman a dit, pas sûrement avec l'uniforme que vous portez sur le dos. Et il était d'Arlon, celui-là. Et c'était des gens de la police spéciale ou de la Gestapo, quoi. Et alors maman a demandé des détails sur l'identité des personnes tuées. Ils ont expliqué tellement bien que maman a dit « Ils ne vous ont sûrement rien fait, c'était l'oncle et la tante de mon mari. » Ils ont dit qu'ils n'avaient pas été corrects, ils n'ont pas dit plus. Les deux victimes sont le couple Maquet, propriétaire du café situé en face de la gare. Ils ont été tués dans leur cuisine, donc certains ont dit qu'ils étaient encore en pyjama, n'est-ce pas? C'était très tôt le matin, donc est-ce que c'était encore une fois le 19 ou le 20, je n'en sais rien. Mais en tout cas, mon oncle avait 69 ans, ma tante 65, il était échevin à la commune de Longvilly, il n'avait jamais fait quelque chose de répréhensible, à mon avis. Encore une fois, les Allemands leur ont reproché d'avoir abrité un petit PC américain. Quelques jours plus tard, Fernand Maquet, le fils du couple assassiné, est de retour au village. Fernand, il arrive au village et il y avait 2-3 personnes, et j'étais présent, qui lui disent « Fernand, ne remonte pas, ne va pas voir, ne va pas la maison brûlée ou je ne sais pas. Et ainsi, il faut que je voie papa et maman. » Et alors, finalement, il y est allé. Après avoir vu de ses yeux le désastre, Fernand Maquet se rend chez son oncle et sa tante. Il n'était pas là de très longtemps, quelques minutes, un quart d'heure, une demi-heure, que 2 Allemands, parlant français, sont entrés. Et tout de suite, ils lui ont demandé son identité, il a bien dit de dire qui il était. Ils nous ont fait sortir de la chambre, de la pièce de devant chez nous,
nous ont refoulés à la cuisine, alors qu'il y avait d'autres Allemands là qui n'ont pas osé se mêler de l'interrogatoire. Il a été interrogé chez nous, il a été même battu parce qu'on l'entendait pleurer et crier dans la chambre devant. Et puis ça a duré peut-être une demi-heure. Et alors, en sortant, ils l'ont pris avec eux. Maman a dit, laissez-le, c'est un brave type, il est un peu simplet, comme on dit, il n'aurait pas fait de mal à une mouche. Fernand Maquet sera retrouvé près du cimetière, abattu de plusieurs balles. Le 21 décembre, c'est à Noville que la Gestapo s'apprête à commettre l'irréparable. Dans le petit village voisin de Vaux, Bernadette Berthe voit le curé de Noville pour la dernière fois. Le curé est arrivé avec sa sœur, mademoiselle Delvaux. On a mangé. On n'entendait pas de bruit dans le centre du village. Hein, le long de la grande route, c'était différent. À un moment donné, le curé dit « Je vais retourner à Noville pour sauver le Saint-Sacrement ». Bon, ben, il retourne. Et il ne revenait pas. La journée se passait, dans l'après-midi, il ne revient pas. Le soir, il ne revient pas. Le lendemain matin, toujours pas revenu. Alors on a appris qu'ils avaient été fusillés à Noville avec d'autres personnes, l'instituteur, les fils Depré, le fils Beaujean qui n'avait que 18 ans. Le curé et une vingtaine d'hommes sont rassemblés pour être interrogés. Jean-Marie Mathieu, qui se trouve chez ses grands-parents, après avoir quitté Liège harcelé par les explosions de V1 et de V2, est témoin de cette rafle. Le lendemain de l'offensive allemande, vous savez, un gamin ne réalise pas les dangers, etc. Et moi, j'étais sur la route de Bastogne-aux-Falises, je jouais, et j'ai vu des militaires allemands qui encadraient un civil, je ne sais pas vous dire qui c'était, et qui se dirigeait plus loin que l'église en direction de Bastogne. J'ai simplement vu qu'on emmenait monsieur le maître, puisque c'était le maître d'école du village. On l'a emmené carrément. Et puis alors on est resté, je me souviens bien, jusqu'au moment où il y a eu un tir de fusil ou de mitraillette. Et ils étaient à plusieurs. Je crois qu'ils étaient 7 par la suite. Parmi les otages, 7 hommes sont choisis et emmenés pour un interrogatoire à la maison communale. Ils sont ensuite emmenés derrière les ruines de la maison Grégoire, où ils sont abattus un par un. Une des dames qui était dans la cave, soit ma tante ou la tante Gabrielle, elles sont sorties, elles sont allées gratter la neige qui était sur les corps, tous alignés. Et je me souviens bien, c'était derrière chez Jacobi encore. C'est là que se trouvaient tous les corps. Et en grattant la neige, malheureusement, ils ont pu constater que c'était des gens de Noville, quoi. L'abbé Louis Delvaux, Roger Beaujean, Félix Depré, François Depré, Auguste Lugène, Romain Anquinet et Joseph Rosière disposent dorénavant d'un monument à leur mémoire à l'enclos des fusillés. Noville n'avait pas fini de souffrir de l'offensive. Nombre de maisons du village seront incendiées, comme la maison Braquet, où était réfugié Jean-Marie Mathieu. J'avais remarqué que c'était au début de la soirée, que de l'eau coulait par le soupirail. Or, j'ai dit à maman, « Maman, il pleut, il y a de l'eau qui coule par le soupirail. » Elle m'a dit, « Écoute, c'est pas possible, il gèle à pierre fendre. » Et c'est à ce moment-là que l'Allemand est descendu les escaliers de la cave, a allumé un briquet et a montré le toit, enfin, le dessus de la maison. Et c'est là qu'on a réalisé, enfin, et heureusement, parce qu'elle était presque complètement en feu. On dirait que c'est plus proche. Il y a quand même des choses là que je n'ai vraiment pas oubliées, mais sans détail, quoi. Je le dis, je ne vois pas d'autres mots pour dire que ce sont comme des flashs qui reviennent. Ouais.